bientôt, on va pouvoir commencer même, tout de suite. Alors, merci à toutes celles et ceux, qui sont là, ce soir, avec nous. Vous allez continuer à arriver au fur et à mesure également. Bonjour à, celles et ceux, qui sont qui nous attendent, qui nous regardent depuis Facebook. Heu, Bonsoir, du coup, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper, vos micros, pour éviter les bruits parasites, sinon je les couperai et puis vous pouvez poser vos questions pendant les temps dédiés ou sinon, sur le chat. Alors très bien, du coup, aujourd'hui, nous sommes avec, Vivian Desouès, qui est spécialiste de, l'adaptation au changement climatique. Merci Vivian d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et également, et du coup, heu, du coup, moi je suis Marie, de Wellfarm, chargée, de campagne et de plaidoyer. Hem, alors, simplement le temps que tout le monde arrive, on va de toute façon revenir sur les sujets au fur et à mesure. C'est le but. Le temps que tout le monde arrive, peut-être quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Wellfarm, qui seraient nouveaux ou qui seraient arrivés, plutôt, du côté climat avec Vivian. Alors Wellfarm, qui on est? On est une association, de, protection des animaux d'élevage. Notre but, c'est d'améliorer leurs, conditions à toutes les étapes de leur vie, élevage, transport, et aussi abattage. Et on a plusieurs leviers d'action pour ça, les campagnes de sensibilisation grand public comme celle qu'on mène aujourd'hui. On travaille aussi avec les professionnels et les élus pour, avec les professionnels et avec les élus pour vraiment faire en sorte que le bien-être animal soit intégré dans les pratiques, hem, dans les pratiques et également dans les normes. Au niveau des lois, du coup, aller sur des changements pour que le bien-être animal soit vraiment pris en compte. Alors, on organise aussi aujourd'hui ce live sur bien-être animal et adaptation, au changement climatique dans le cadre de notre campagne, Chaud dedans. Voilà, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on a beaucoup communiqué sur cette campagne pendant ces mois d'été qui ont été, caniculaires. C'est une campagne, qui a pour but d'alerter sur des atteintes au bien-être des animaux pendant les fortes chaleurs, du coup, pendant les canicules, les événements météorologiques extrêmes qu'on a pu notamment vivre, de plein fouet cet été, hem, avec, d'une part des canicules sur plusieurs jours, des incendies, des sécheresses, et ces événements qui vont devenir de plus en plus fréquents, précoces et intenses en raison du changement climatique. Heu, alors vous avez sûrement suivi cette campagne sur les réseaux sociaux si vous nous, connaissez ou au travers de nos actions. On s'est déplacés, dans, nombreuses villes de France et dans des festivals où on a pu peut-être rencontrer certains et certaines d'entre vous. Nous avons également agi au niveau politique, sur cette campagne et ce live, c'est aussi un peu le moment d'en tirer le bilan. Les, derniers mois ont été très chargés, vous avez peut-être vu que nous avons communiqué sur les recommandations que nous avions adressées au gouvernement. Alors le gouvernement, plus spécifiquement au ministre de l'Agriculture, à secrétaire d'État chargé de la transition écologique et du bien-être animal, au, ministre chargé de la transition écologique, également au ministre, de la santé, qui était copilote d'un plan, de gestion des canicules pour leur demander que le bien-être des animaux, soit pris en compte dans le plan de gestion des canicules et dans le plan d'adaptation au changement climatique de la France. D'où le fait que nous invitions Vivian aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce plan d'adaptation au changement climatique-là, qu'est-ce que c'est que cette notion-là, ce genre de choses. Hem, il faut savoir que, nos actions ne sont pas arrêtées là. On a pu obtenir des rendez-vous avec le ministère voilà, pour exposer nos recommandations, pour, continuer ce travail, qui est en cours
de préparation de ce nouveau plan d'adaptation au changement climatique. On en reviendra un peu plus tard avec notre invité. On est également interpellés par la presse. Nous avons publié sur Mediapart une tribune pour demander une action forte politique sur le changement, sur l'adaptation au changement climatique et la transformation des systèmes d'élevage. Du coup, je vous invite à la partager. Nous avons également, vendredi dernier, participé aux grèves climatiques avec d'autres associations de protection de l'environnement. Nous étions à Metz, où nous avons du coup pu participer au rassemblement prévu et organiser un die-in, y compris pour représenter, du coup, s'allonger par terre, y compris pour représenter toutes les victimes animales qui ont eu lieu à cause de ces canicules. On va y revenir, on va pouvoir dresser le bilan de tout ce qui s'est passé. Et enfin, nous organisons aujourd'hui ce live. C'est pour nous le moment de tirer le bilan et de revenir sur cette adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de l'événement. Voilà, dès que vous avez des questions, des remarques, aussi des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez les partager sur le chat. Vous pouvez également lever la main et lorsqu'on aura fini des grosses séquences de discussion, on pourra vous donner la parole. Également sur Facebook, vous pouvez poser vos questions et on les prendra et on vous répondra. Ouais, c'est tout pour le moment. Et puis, petite chose aussi très importante, la pétition que nous avions mise en ligne début juin a reçu plus de 70 000 signatures. Donc, merci à toutes et tous pour la mobilisation dont vous avez fait preuve pour que ces demandes soient prises en compte. Et c'est aussi en apportant ce soutien-là qu'on a pu avoir ces rendez-vous avec le gouvernement-là. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à la signer ou à la partager autour de vous. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est bientôt la fin de l'été. On va continuer, évidemment, à travailler sur l'adaptation au changement climatique, mais moins le mettre en avant dans nos communications. Il y a aussi d'autres sujets qui sont importants, mais du coup, n'hésitez pas, là, dans cette dernière semaine, à partager la pétition autour de vous, par mail, sur vos réseaux, pour qu'on soit le plus nombreux à signer et qu'on atteigne peut-être les 80 000, les 100 000 et qu'on continue à avoir ces rendez-vous avec le gouvernement là. Alors, voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur Welfarm et sur la campagne, vous n'hésitez pas, bien entendu. Alors, revenons du coup au sujet du jour, l'adaptation au changement climatique, avec notre invité Vivian Despois, spécialiste de cette question, professeur, économiste, et je vais du coup le laisser se présenter plus en détail et commencer avec à répondre à une question très simple, même fondamentale. Qu'est-ce que l'adaptation au changement climatique, Vivian? Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation et merci Marie pour la présentation. Effectivement, moi, je travaille sur ces questions d'adaptation au changement climatique au sein d'un think tank, donc une équipe qui fait plutôt de la recherche, mais très orientée vers le débat public et vers l'expertise et la fourniture d'éléments d'analyse aux décideurs, notamment aux décideurs politiques, qui travaillent notamment sur les aspects économiques et financiers des sujets climatiques. Et par ailleurs, j'ai la chance de donner des cours également sur ces questions d'adaptation. Alors, la notion d'adaptation au changement climatique, elle existe depuis assez longtemps dans le monde des gens qui travaillent sur les défis climatiques. Finalement, souvent, on présente de manière extrêmement complémentaire le fait qu'il faut à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour atténuer, donc limiter au maximum le changement climatique. C'est peut-être le sujet dont on parle le plus et qui est effectivement le plus important et prioritaire. Et il faut en même temps que ça s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est la partie adaptation, qui finalement veut dire gérer les impacts, les conséquences du changement climatique qu'on n'aura pas su éviter. Donc il y a une formule assez simple et souvent répétée qui est de dire qu'on a d'un côté l'atténuation qui est éviter l'ingérable, puisqu'à partir d'un certain niveau de changement climatique, on saura plus s'adapter, ça sera plus possible ou beaucoup trop coûteux, et en même temps gérer l'inévitable. Donc ça, c'est la partie adaptation, faire avec les conséquences qu'on n'aura pas su
pas su éviter. Pendant très longtemps, la partie adaptation, elle était assez théorique, puisque finalement, les conséquences du changement climatique, c'était pour le futur, c'était pour demain. Ce qu'on sait très bien montrer dans les derniers rapports du GIEC, et puis je pense qu'on a vécu récemment, notamment cet été, c'est que ces conséquences, elles sont déjà là. Il y en a une partie qui seront irréversibles, en tout cas très difficilement réversibles, et donc il faut bien s'y adapter tout en continuant à réduire au maximum nos émissions pour faire en sorte que ces conséquences restent gérables, justement. Oui. Mon directeur d'équipe prend souvent une image qui peut être assez parlante, qui est de dire finalement, si la lutte contre le changement climatique, c'est un combat de boxe, il faut à la fois parer les coups, c'est-à-dire ce qui vient et qui est déjà là, s'en protéger pour ne pas être KO tout de suite, et en même temps, il faut arrêter l'adversaire, arrêter les coups, sinon on finit par se fatiguer. Bon, voilà, parer les coups, c'est l'adaptation, et arrêter l'adversaire, c'est l'atténuation. Métaphore assez claire, en effet. Oui, il faut voir que si Welfare, on a décidé de s'attaquer aussi à cette question, c'est en plus de toutes les souffrances animales qu'on a déjà pu voir cet été, qui ont déjà été pointées du doigt, ces souffrances-là, elles vont continuer dans le futur et même s'intensifier si rien n'est fait, si aucune mesure n'est prise dès à présent. Et le changement climatique est en marche, et même si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, on aurait encore des effets dans les prochains étés à venir. Du coup, cette question d'adaptation n'est pas accessoire, elle est même centrale. Je pense que Vivian l'a bien montré, et aujourd'hui, le travail des associations va se prendre surtout sur l'atténuation, des associations de protection animale, voilà, comment faire pour moins polluer, moins éjecter de carbone, mais cette question-là de l'adaptation, il faut aussi la prendre à bras le corps. Une définition assez claire. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas dans le chat sur Facebook. On est bien entendu là pour y répondre. Et moi, j'en ai. Donc, on a vu, c'est une notion qui du coup, va de pair avec l'atténuation, qui est assez nouvelle. Quand on parle d'atténuation, on peut ou même d'adaptation. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui doit être individuel, chaque éleveur doit s'adapter, chacun doit faire des efforts, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de collectif? C'est une très bonne question, et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'adaptation, ça recouvre un spectre très large d'actions. Il y a rarement qu'une seule manière de s'adapter. Donc, très concrètement, ça va depuis faire tout ce qu'on peut faire pour anticiper, pour réduire son exposition au risque, sa vulnérabilité, pour se protéger. Son adaptation, on pense par exemple, on pense sur la question de la chaleur, mettre en place des espaces de fraîcheur, des ombrages, des choses comme ça. Et puis ça va jusqu'à la gestion de crise, quasiment, qui est finalement ce qu'on n'aura pas su réduire comme niveau de risque, gérer ce qui reste, et donc gérer la crise. Très souvent, pour beaucoup d'acteurs, cette partie-là d'adaptation est vue comme finalement dire c'est une question de gestion de risque, c'est une question qui est d'abord individuelle, d'abord privée, chacun gère ses risques, et puis les risques qu'il ne gère pas, tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis pour son exploitation. Alors que les grands problèmes environnementaux dont on a l'habitude sont des problèmes collectifs, et il faut qu'on les gère ensemble. Bon, en fait, cette opposition-là, elle ne tient pas très longtemps, parce que finalement, on est rarement adapté tout seul. On est adapté parce qu'on est sur un territoire qui est adapté, parce qu'on interagit avec des gens et des organisations qui sont aussi adaptés. Je prends un exemple très simple qui n'est pas forcément sur le bien-être animal, mais à un moment, si un agriculteur fait tout pour adapter son exploitation, pour pas qu'elle soit exposée au risque, pour qu'elle qu'elle puisse bénéficier de certaines conditions, par exemple d'irrigation favorable, mais que les autres usagers, disons, de l'eau en amont ne le font pas du tout. S'il n'a plus d'eau au bout du tuyau, il aura beau s'être adapté tout seul, ça ne lui permettra pas de faire face au risque. Donc oui, il y a une part de responsabilité individuelle et de chaque organisation, il y a une part de gestion de risque, mais c'est aussi une problématique collective. C'est aussi un sujet qui a un gros enjeu de coordination entre acteurs, puisqu'en fait, on peut faire des choix d'adaptation, je disais, très, très différents. Si je reprends l'exemple de la gestion de l'eau, il y a certains acteurs qui défendent que
S'adapter, c'est être capable de stocker beaucoup d'eau, de transférer beaucoup d'eau, de faire d'énormes investissements pour ça. C'est un modèle que certains défendent, qui a pu être déployé dans certains pays, qui peut tenir jusqu'à un certain point. On peut aussi penser qu'à partir de certains points de pression, il sera assez vite mis à mal. Mais à un moment, il faut définir une trajectoire dans laquelle on s'engage collectivement s'il y a des investissements à faire, s'il y a des changements de pratiques à opérer. C'est aussi une problématique collective. Et effectivement, nous, le constat qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que même si le sujet est connu depuis longtemps, il reste très émergent, très mal connu, avec une mobilisation relativement faible dessus. Et donc, quand on essaye de dire, en fait, il faudrait discuter ces trajectoires d'adaptation, est-ce qu'on va vers des modèles agricoles qui restent très dépendants de l'irrigation et de l'eau, et donc on investit pour ça, jusqu'où ça tient, quel risque on est prêt à prendre, ou est-ce qu'on va vers des modèles qui deviennent beaucoup plus sobres en eau, est-ce qu'on va vers, pour prendre un exemple totalement différent, des villes dans lesquelles on accepte qu'il fait extrêmement chaud l'été, où les gens sortent pas de chez eux, ou alors les gens qui ont les moyens partent à la montagne, et les gens qui n'ont pas les moyens, tant pis pour eux. Et donc, on a des villes qui sont très dépendantes de la climatisation, très dépendantes de la capacité qu'on a de partir de la ville, ou est-ce qu'on veut des villes qui restent agréables à vivre, dans lesquelles on investit dans des espaces de fraîcheur, dans des lieux de sociabilité accessibles? C'est aussi des choix collectifs. Il faut dessiner ces trajectoires pour investir dedans. Et aujourd'hui, c'est des débats qu'on a très, très peu, qu'il est temps d'avoir, et pour lesquels on a besoin que vraiment tous les acteurs puissent se mobiliser, porter ces sujets, montrer que c'est des vrais sujets de discussion et de choix politiques, démocratiques. C'est pour ça que, voilà, que je trouve très intéressant que des associations, des ONG commencent à se mobiliser sur ces sujets-là, parce qu'on a aussi besoin de cette mobilisation-là pour poser les éléments du débat, quoi. Enfin, des débats, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets d'adaptation très différents. Qui peuvent concerner tous les secteurs productifs en réalité, et toute l'organisation, même chaque structure peut avoir sa politique d'adaptation. Mais c'est très intéressant ce que vous disiez sur voilà, cet aspect collectif, cet aspect politique, c'est aussi ce qu'on défend, nous, à Alpha Farm, dans cette campagne. Voilà, on a fait des recommandations, il y a des choses qui relèvent en effet de la bonne pratique, qui peuvent être mises en place par les agriculteurs au jour le jour. On pourra y revenir, on présentera un petit peu plus tard toutes nos recommandations, mais par exemple tout ce qui est de la ventilation des bâtiments, de la brumisation. Alors, c'est des choses qu'il faut mettre en place, qui peuvent être mises en place, mais il y a aussi d'autres types de pratiques qui demandent des transformations plus systémiques, qui vont demander des investissements, par exemple développer l'agroforesterie, qui est un très bon moyen de lutter contre le changement climatique et de protéger les animaux, notamment parce que c'est des abris naturels qui vont permettre de rafraîchir l'atmosphère, qui vont permettre aussi aux animaux de les inciter à aller à l'extérieur quand il fait très chaud, et voilà, qu'ils ne soient pas en permanence enfermés dans les bâtiments, qui demandent du coup d'investissement et qui demandent de l'argent public qui est décidé par nous tous et tous ici. Du coup, très intéressant sur ces choix collectifs. Je pense qu'on a un meilleur aperçu de ce qu'on entend vraiment par adaptation au changement climatique, une idée qui peut paraître en fait assez simple, hein, on s'adapte, voilà, on voit tout ce que c'est, mais qui y a beaucoup de subtilité dedans. Du coup, pour se revenir sur ce niveau un peu plus politique, Vivian, est-ce que tu peux du coup nous expliquer vraiment au niveau politique, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on se visualise comment voilà, une politique s'est fait, c'est quoi ce processus d'adaptation, et nous présenter les grands enjeux, en quoi ça peut être différent d'autres politiques, et vraiment qu'on ait une idée des enjeux à saisir. Et je vais répondre à cette question, peut-être deux petites précisions sur les remarques d'avant. Effectivement, il y a un point très important que tu viens de mentionner, qui est la dimension qu'en fait, il y a une part de l'adaptation qui sera, on dit, incrémentale, finalement, de dire, on va faire au fur et à mesure, on va généraliser certaines bonnes pratiques. Il y a même une part, en fait, qui peut être considérée comme spontanée, finalement. C'est la part qu'on anticipe un peu moins, on subit et on s'adapte contraint et forcé. Le but, c'est d'anticiper au maximum, d'anticiper déjà en généralisant les bonnes pratiques ou les actions
qui sont faire un peu mieux ce qu'on faisait déjà, c'est déjà important, mais effectivement, ça ne pourra pas se limiter à ça. Et à des moments, notamment à partir de certains seuils de transformation climatique, il y aura besoin de choses plus structurantes et plus transformationnelles, et c'est notamment sur celle-là qu'il y a besoin de choix collectifs. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, qui peut paraître un peu abstrait, mais qui est fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas de dire... En fait, on s'est toujours, on entend souvent, on s'est toujours adapté, et on est toujours adapté à un climat, oui. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de s'adapter à une situation qui est nouvelle et en partie inconnue, puisqu'il s'agit d'anticiper. Il s'agit de se fonder sur la connaissance scientifique qu'on a, sur ce à quoi pourrait ressembler le climat demain. Mais en fait, cette connaissance, elle est d'une nature un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, puisque jusqu'à maintenant, on avait l'expérience, les historiques, on savait quelle a été, à quoi a ressemblé l'été le plus chaud, l'été le plus sec. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait 2-3 années de sécheresse d'affilée? On avait cette expérience-là, ce vécu-là. Maintenant, ce qu'on a, c'est des projections qui sont en fait des projections d'un contexte qui n'arrête pas de changer. Et on ne sait pas exactement comment il va changer, parce que ça va aussi dépendre de notre effort collectif pour réduire le changement climatique. Et donc, à un moment, s'adapter, ce n'est pas juste s'adapter à un climat nouveau qui serait connu, c'est s'adapter à se préparer à être surpris, s'adapter à la variabilité du climat, et donc se préparer aussi à se mettre dans une dynamique et une posture dans laquelle on accepte qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes solutions, qu'il faut avancer en marchant, qu'il faut anticiper, et que parfois il faut aussi se préparer au pire ou à des choses vraiment, vraiment pas attendues. Et donc ça m'amène à la question sur les politiques publiques. C'est probablement le point le plus difficile pour les politiques publiques qui ont, en tout cas sur ces sujets, pas l'habitude de fonctionner, de travailler comme ça. On a une politique publique d'adaptation au changement climatique en France depuis 2006, la stratégie nationale d'adaptation. On a eu un premier plan national d'adaptation autour des années 2010, un deuxième qui est en cours et qui s'achève là, et on est en train de faire le troisième. Jusqu'à maintenant, dire sans détour, c'est des plans qui ont été assez théoriques finalement, puisque le sujet mobilisait relativement peu. Il était vu comme un sujet pour plus tard, pour une invitation à la réflexion, des grands principes, mais pas grand-chose de très opérationnalisé, en tout cas de très approprié par les acteurs. Le gros défi du prochain plan national d'adaptation, qui va être intégré à la stratégie française énergie-climat, c'est que ça soit un plan qui puisse être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus approprié par les acteurs. Pour ça, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, on parle d'adaptation comme une politique chapeau, mais en fait, c'est autant de questions que de filières, de secteurs, de domaines de politique publique touchés. Il faut adapter la politique de l'eau. On avait une politique de l'eau qui parlait de la qualité de l'eau, qui parlait de la quantité de l'eau disponible. Il faut arriver à dire c'est quoi atteindre nos objectifs de qualité, de quantité, de pression sur la ressource dans un contexte de changement climatique et donc de pression accrue. Ça veut probablement reconfigurer un peu la question. On a des politiques sur le bâtiment, sur c'est quoi les critères de construction de bâtiments qui soient viables, qui soient sains, qui respectent des critères environnementaux, dans lequel, par exemple, on a des critères de confort d'été. Alors, le mot confort est à mettre avec beaucoup de guillemets. Parfois, il s'agit juste d'habitabilité, d'utilisabilité l'été. Ces critères, on les a en climat historique. Il faut les passer en climat futur. Donc, c'est ça l'adaptation du bâtiment. On a des politiques de la ville. Il faut adapter les politiques de la ville. Donc, en fait, on a tout un tas de chantiers comme ça. On a travaillé sur une dizaine. Les infrastructures, la montagne, le littoral, l'agriculture, la forêt, sont finalement autant d'agendas d'adaptation spécifiques. Et le but de la politique nationale d'adaptation, le but du plan national d'adaptation, c'est de donner les bons outils, de donner les bons principes directeurs, de donner éventuellement les bonnes obligations qui vont faire en sorte que l'ensemble des acteurs dans ces filières, dans ces secteurs, aient le réflexe et les moyens de se poser la question quand ils prennent des décisions stratégiques, quand ils prennent des décisions structurantes d'aménagement, de construction, de choix de développement économique, de se dire est-ce qu'on le fait bien en tenant compte du contexte de changement climatique et du climat futur? Est-ce qu'on a bien mobilisé ça? Donc le défi du prochain plan national d'adaptation, ça va être de donner ces références-là, de dire qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Quels sont les moyens pour le prendre en compte? Est-ce qu'on a accès à suffisamment d'outils, de compétences, d'ingénierie? Est-ce qu'il faut rendre des comptes là-dessus? Est-ce qu'on est bien coordonné entre acteurs? Parce que finalement, si les acteurs de la politique de l'eau prennent des décisions, mais les acteurs de la politique agricole, pas du tout les mêmes, ça peut ne pas bien marcher. Donc, il y a cet enjeu de coordination-là. Et donc, c'est vraiment le sujet aussi de cette politique nationale d'adaptation, d'être dans les deux sens. Si on veut donner les bons outils, les bons repères, il faut aussi qu'il
les spécialistes de chaque sujet, de chaque secteur fassent remonter de quoi on a besoin si on veut bien faire les choses, de quoi on a besoin de partager comme outil, comme référence, comme standard, éventuellement comme réglementation pour bien faire les choses. Et là, ça va être les prochains mois qui vont être très importants pour ça. Et Wellfarm qui va bien évidemment suivre tout ça ces prochains mois, même si la campagne ne sera plus en premier plan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vois sur Facebook M qui nous dit il faudrait que toutes les associations de défense de l'animal et de l'environnement s'associent contre une action au niveau du climat, du bien-être et des droits des animaux. Donc, sur pollution des pollueurs. Alors, merci M pour ton commentaire. En effet, on veut créer ces liens-là. Je rappelle que la campagne, elle est soutenue officiellement par France Nature Environnement, qui est la fédération des associations environnementales en France. Du coup, voilà, on a créé ces liens-là et puis même vendredi dernier, si vous êtes sur Metz, là où le siège social de l'association est basé, on a été avec les associations environnementales pour la grève climatique de Fridays for Future. Mais du coup, c'est aussi l'occasion de créer ces liens, d'où l'invitation également de Vivian qui parle d'habitude plus des sujets climat que bien-être animal, voilà, pour créer ces passerelles-là et agir et faire entendre cette voix-là. En tout cas, et n'hésitez pas, tout le monde, à réagir sur Facebook ou sur le chat ici. Également, si vous avez des commentaires, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne la parole. C'est extrêmement important ce point des liens, je pense, parce que finalement, nous, ce qu'on constate en travaillant sur les questions d'adaptation comme un sujet en soi, c'est que finalement, il commence à y avoir des dynamiques de mobilisation, mais qui sont assez sectorielles. Les associations qui travaillent environnementales, qui travaillent sur la forêt, vont se mobiliser sur les pratiques sylvicoles qui seraient ou pas adaptées. Les associations qui travaillent sur les océans vont se mobiliser sur les questions d'adaptation du littoral. Les associations qui travaillent sur la montagne vont se mobiliser sur les futurs des économies de montagne. Mais à un moment, comme on disait, tout ça, ça permet d'avoir la partie incrémentale, la partie un peu technique de l'adaptation, mais le moment où il s'agit d'imaginer dans quelle trajectoire collectivement on veut s'engager, qui soient des trajectoires d'aménagement, de développement économique, tout simplement de vivre ensemble, qui soient aussi adaptées au changement climatique, qui soient bas carbone d'un côté, qui soient respectueuses d'un certain nombre d'enjeux environnementaux et sociaux. Et une condition de ça, c'est qu'elles soient résilientes et adaptées au changement climatique. Il faut aussi construire des trajectoires communes, et peut-être qu'à des moments, il y a aussi des besoins communs, et se saisir collectivement de ce sujet peut aussi permettre de bien raccrocher cette question qui peut être oubliée, puisque si on construit des trajectoires d'évolution, de transition qui sont certes très intéressantes, qui peuvent être très désirables, mais qu'elles se révèlent extrêmement vulnérables aux conséquences du changement climatique, ça va fragiliser ces trajectoires-là, alors qu'en travaillant ensemble à les rendre résilientes, c'est tout à fait faisable. Merci, merci pour ce commentaire, pour avoir complété la réponse à M. Alors, avant, on a parlé un peu de tous ces enjeux structurels pour chaque secteur. Nous, ce qui nous importe à Wellfarm, alors il faut en effet que tout soit lié, mais on se focus vraiment à l'agriculture et qui était lié aussi avec ce que tu disais, au niveau collectif, parce que l'agriculture, c'est quoi? C'est comment on traite les animaux, c'est une question éthique, c'est nos paysages, d'où l'importance de cette question collective et d'être là ensemble à en parler aujourd'hui. Une petite question pour compléter sur qu'est-ce que c'est que ce concept d'adaptation au changement climatique, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux. C'est celui de la maladaptation, du coup, en reflet à l'adaptation au changement climatique. Pour tout le monde, pour vous replacer un peu le contexte, nous, les femmes, quand on a adressé nos recommandations au gouvernement, on a considéré que ce qui était fait aujourd'hui relevait de la maladaptation pour différentes raisons. On voit ce qui est aujourd'hui
diffusées par le gouvernement, ce sont essentiellement des mesures de bonnes pratiques qui doivent être portées par les éleveurs. On en a parlé tout à l'heure en termes de ventilation des bâtiments, en termes de simplement en fait d'ambiance. On appelle ça des bâtiments qui soient suffisamment ventilés, brumisés. Néanmoins, lorsqu'on est face à des bâtiments de 30 ans d'âge ou pour les poissons à des bassins qui n'ont pas la conformation suffisante, on se retrouve face à une impasse. On a vu cet été, le bilan est encore très fort avec des systèmes d'élevage intensif. On a déploré, rien qu'en Bretagne, le 18 juillet dernier, il y avait 750 000 animaux qui sont morts dans centrales d'élevage en seulement quelques heures parce qu'ils étaient dans des systèmes d'élevage où ils étaient entassés les uns sur les autres en intensif et du coup avec pas suffisamment d'espace pour respirer, et du coup, phénomène d'emballement, étouffement et mort. Ça, on a déjà pu en parler dans d'autres lives, mais voilà, on a encore vu ce phénomène. Pour tout ce qui est aquaculture, on avait des bassins forcément pas suffisamment profonds, avec les chaleurs, des niveaux d'eau qui plus bas, qui signifient moins de courant, une eau qui chauffe plus rapidement, et là encore des décès en masse de poissons. Et du coup, face à ces enjeux où c'est les bâtiments même, la structure même des élevages qui n'est pas suffisamment adaptée, on pense qu'il faut une réponse qui soit plus forte, plus ambitieuse, pour assurer des conditions d'élevage qui soient satisfaisantes pour les animaux et plus résilientes aux effets du changement climatique. Ce qu'on a demandé dans ces recommandations dans la tribune, c'est vraiment une feuille de route beaucoup plus claire et plus ambitieuse avec des mesures et des aides publiques pour engager des transformations plus systémiques, surtout en termes de rénovation des bâtiments, qui vont plus loin que les aides existantes qui, selon nous, n'orientent pas assez les éleveurs vers des choix où il y aurait plus de bien-être animal et plus de résilience au changement climatique et plus vertueux au niveau environnemental. Vraiment aussi pousser pour un accès à l'extérieur des animaux, mais pas n'importe quel extérieur, qui soit euh, aménagé avec notamment des arbustes, des arbres, de l'agroforesterie. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui nous rejoignent en cours de live, l'agroforesterie, voilà, plantation d'arbres sur l'installation qui a de grands effets pour vraiment baisser la température, augmenter l'humidité et protéger les animaux des conséquences des fortes chaleurs. Et que ces situations, voilà, on ne soit plus seulement à la réponse de l'urgence. Bah, il y a une canicule, on fait tourner les ventilateurs, mais vraiment aller sur plus seulement du palliatif, mais aller sur plus de transformation, plus de systémique et poser aussi la question du changement de modèle, parce que là, on propose des solutions qui sont techniques, recouvrir les bassins de pisciculture avec des bâches pour offrir de l'ombre, de l'agroforesterie, mais plus généralement, les fortes chaleurs, elles révèlent les limites de modèles d'élevage intensif. Le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux avait révélé lors de la dernière grosse canicule en 2019 qu'il y avait 40% de surmortalité dans les élevages industriels de porc et de volaille. Et cette question de la densité, elle est vraiment essentielle. Et lorsqu'on parle des mortalités et de la souffrance animale par forte chaleur, et du coup, elle pose la question de la désintensification des pratiques qui est encore totalement absente du débat au niveau des politiques publiques. Nous avions donc qualifié, pour toutes ces raisons, de mesures sous-optimales et du fait que les ressources qui sont utilisées aujourd'hui pourraient être utilisées d'une façon différente pour aller sur cette transformation d'élevage comme de la maladaptation. Et je voulais entendre, Vivian, ce que vous aviez à dire sur ce concept-là. Alors, formellement, le concept de maladaptation tel qu'il est défini et utilisé notamment par le GIEC, et finalement, quand c'est une action qu'on va entreprendre avec comme objectif de s'adapter aux conséquences du changement climatique, qui aura in fine des conséquences qui seront négatives. C'est un peu quand le remède est pire que le mal, pour le dire simplement. Donc c'est par exemple
l'exemple type de maladaptation, c'est quand, pour s'adapter à la chaleur, on va installer la climatisation. Et en fait, installer la climatisation, bah, certes, on rafraîchit un moment en intérieur. Par contre, on rejette de la chaleur en extérieur, on consomme de l'énergie et on utilise des fluides frigorigènes qui contribuent à renforcer le changement climatique. Et donc, finalement, en gérant une conséquence souvent dans l'urgence, on ne fait qu'aggraver les causes. Donc, la définition stricte de la maladaptation, c'est celle-ci. Après, dans certains contextes, la notion peut effectivement être utilisée de manière un petit peu plus large quand on considère qu'on a des opportunités de s'adapter qu'on ne saisit pas ou mal, quand on considère qu'on fait des choix d'adaptation qui ne seront pas les meilleurs, qui est un peu l'usage que vous en avez, si je comprends bien. Je pense qu'effectivement, la notion, elle est au-delà des débats académiques. C'est une notion qui est très débattue académiquement et parmi les experts. Je pense que c'est une notion qui est utile pour dire à un moment, on pense bien faire et on fait mal, et c'est problématique. Nous, dans nos travaux, on a tendance à qualifier de maladaptation, par exemple, des investissements qui constituent des opportunités manquées de s'adapter. Si on est aujourd'hui en train de rénover des bâtiments pour traiter la question des consommations énergétiques d'hiver, et qu'on n'embarque pas la question des consommations du confort thermique d'été, ben, on est en train de faire des bâtiments qui risquent de se révéler obsolètes très vite, dans lesquels il va falloir réinvestir beaucoup plus vite que prévu. Donc, a priori, on pense bien faire et on est en train de mal faire. Donc finalement, ce concept de maladaptation, il veut surtout dire que parce qu'on ne s'est pas posé la question, qu'on s'est mal posé la question, on est en train de renforcer des vulnérabilités ou de verrouiller des trajectoires de vulnérabilité, c'est-à-dire de verrouiller des situations dans lesquelles on pouvait intervenir, et il va être de plus en plus difficile, de plus en plus coûteux d'intervenir. Merci Vivian, et je vois Nicolas dans le chat qui rajoute sur le petit tour petit aperçu que j'ai fait des conséquences du changement climatique et du fait qu'aujourd'hui les investissements n'étaient pas orientés vers ces changements de modèle, mais vers d'autres choses. Et la discussion sur la maladaptation qui en a suivi, Nicolas qui rajoute les transports d'animaux absolument insupportables. Alors en effet, on a parlé beaucoup des élevages, parce qu'on a aujourd'hui des bâtiments qui sont sous-adaptés, qui sont généralement trop vieux, qui sont plus adaptés au climat actuel et encore moins au climat futur qu'on va pouvoir avoir. Mais les transports d'animaux aussi sont un des gros enjeux, avec notamment des transports qui continuent lorsqu'il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui les ont signalés sur notre application Truck Alert. Et également, là aussi, on voit des problèmes au niveau de l'équipement qui est insuffisamment adapté, avec des camions parfois trop bas, qui ne permettent pas à la chaleur la chaleur de sortir correctement. Et du coup, les animaux où les températures vont s'élever très rapidement, on va avoir des animaux qui vont souffrir de coups de chaud, de soif et parfois certaines mortalités. Et également, c'est le cas des navires bétaillers. Alors là, on est sur des questions qui vont même au-delà de l'adaptation, parce qu'on est sur des navires qui sont extrêmement vieux. Vous avez peut-être, si vous suivez sur les réseaux, les 800 taurillons qui ont été transportés sur un navire de plus de 45 ans, des navires défaillants. Des navires défaillants qui ne permettent absolument pas de respecter les besoins des animaux. Voilà. Du coup, les transports aussi sont un secteur sur lesquels le bien-être des animaux est très fortement impacté, et sur lesquels il est aussi possible de réagir, de penser l'adaptation au changement climatique, de penser des investissements pour avoir d'autres modèles de transport, aussi des évolutions réglementaires. Ce qu'on demande à Wellfarm, c'est de changer la façon dont est organisé le transport aujourd'hui, pour avoir plutôt des transports
la nuit, aux heures les plus fraîches, et éviter les transports entre 8h et 22h aux heures les plus chaudes, et du coup de changer les modèles, cette fois-ci pas forcément changer les modèles d'organisation, également revoir les camions et évidemment les navires, les cargos poubelles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de transporter les animaux dans de telles conditions. Donc merci pour ce commentaire sur les transports d'animaux, et j'avais maintenant des questions sur l'agriculture en général. Donc on va pouvoir y revenir aussi en tirant un peu le bilan de cet été. Et Vivian, est-ce que sur l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes que cela dit? Est-ce qu'il y a des enjeux en particulier? Est-ce que le secteur d'agriculture, on a beaucoup parlé de bâtiments, mais le secteur d'agriculture, c'est quand même différent. On travaille avec du vivant, dans le cas avec des animaux qui ressentent des émotions positives, qui ont des besoins. Est-ce qu'il y a des choses que voyez, euh, vous voyez qui pourraient être spéciales, des enjeux particuliers? Alors, pour être, enfin, moi, le secteur agricole est pas du tout celui sur lequel je travaille le plus, et pour être tout à fait transparent, les enjeux dont on parle ce soir et qui ont fait l'objet de cette campagne sont des enjeux dont j'avais très rapidement entendu parler, mais qui font quand même très rarement partie des discussions les plus structurantes sur l'adaptation. Donc, c'est vraiment intéressant de les porter à connaissance et de les mettre également sur la table. Globalement, les enjeux d'adaptation de l'agriculture, ils sont principalement pensés aujourd'hui autour de la question de l'eau, en tout cas en France, et puis pas que en France, où c'est la raréfaction de la ressource qui va être le premier facteur de vulnérabilité, enfin la dépendance à la ressource qui va être le premier facteur de vulnérabilité, autour desquels différentes filières réfléchissent, avec un certain nombre de filières qui sont un peu plus en avance que d'autres sur la réflexion. Ça tient souvent beaucoup à la niveau de structuration de la filière, à la richesse de la filière. Donc on pense aux filières viticoles ou à certaines filières avec des appellations d'origine, comme le comté par exemple, qui ont beaucoup réfléchi à des questions d'adaptation. Sur des questions d'élevage, il y a eu des travaux plutôt sur la filière lait, assez historiquement, qui ont été intéressants, mais qui ont plutôt porté, à ma connaissance, mais ce n'est pas des travaux que je connais sur le bout des doigts, plutôt sur par exemple l'accès au fourrage et à l'alimentation animale, qui pouvait, à cause notamment des sécheresses, poser problème, ou l'accès à l'eau dans les étapes de transformation. Les aspects sur lesquels vous mobilisez sont peut-être moins visibles, en tout cas à ma connaissance. Et puis après, effectivement, il y a la question des bâtiments qui commencent, enfin des bâtiments agricoles qui peut commencer à être un petit peu posée, mais encore pas forcément énormément. Oui, c'est des questions assez nouvelles qui sont soulevées. Le rapport du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, qui met en garde contre l'effet des fortes chaleurs aux élevages, date de 2019 seulement. Du coup, c'est quelque chose il y a un problème qui est aussi apparu, comme ce qu'on disait tout à l'heure. On disait, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que la question d'adaptation au changement climatique pendant très longtemps a été théorique et donc laissée de côté, et qu'aujourd'hui, elle nous arrive en fait en pleine face, avec les premiers effets qui commencent vraiment à se faire sentir, et les projections qui en fait, deviennent réalité sous nos yeux. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans le domaine de l'élevage. On a fait face à des mortalités qui n'étaient sûrement pas envisagées. On a vu, qu'est-ce qui a déclenché ce rapport, c'est que les filières équarrissage étaient totalement bondées, et qu'il n'y avait plus la capacité de traiter une telle quantité de cadavres en un temps aussi limité, et qu'il a dû du coup avoir du recours à des enfouissements sur les fermes, avec, euh, avec du coup des autorisations qui ont été délivrées, mais des problèmes lorsqu'on enfouit des cadavres comme ça, de pollution des sols, des eaux et de l'environnement en général. Du coup, c'est
C'est en effet une question qui est nouvelle, mais qui s'est posée de plein fouet. Alors, pour donner des petits exemples, dans l'élevage, on a parlé voilà, des bâtiments, des grandes densités. Pour refaire un petit point pour ceux qui viennent d'arriver, on a aujourd'hui des bâtiments d'élevage qui sont parfois, pour les plus anciens, très peu adaptés aux climats actuels. On se retrouve donc avec des situations où les animaux ne sont plus maintenus dans des climats qui correspondent à leurs besoins physiologiques. À cela s'ajoutent en fait tous les problèmes qu'on retrouve dans les élevages plutôt intensifs qui sont en fait révélés avec ces fortes chaleurs lorsque les races qui sont utilisées dans ces élevages-là sont souvent des races très productives. Par exemple, pour les volailles des souches à croissance rapide qui vont dégager euh, beaucoup de chaleur pour leur développement corporel. Et du coup, lorsqu'il y a ces phénomènes de forte chaleur, on va se retrouver avec des espèces, des souches qui sont plus adaptées. Également, des animaux qui sont maintenus à très forte densité, enfin, voilà, pour des raisons de productivité, mais qui, dans ces cas-là, des densités qui sont plus adaptées aux chaleurs aux chaleurs présentes et futures évidemment, et on se retrouve avec ces cas de mortalité dont je venais de parler, donc plus 40% sur mortalité en 2019 par exemple. Également, on se retrouve, là c'est dans les bâtiments, mais même le plein air, on se retrouve avec on peut se retrouver avec des plein air qui n'ont pas suffisamment d'aménagement, pas suffisamment d'accès à l'ombre ou de plantation d'arbres pour les animaux en particulier, ce qui mène à de gros problèmes. Vous avez peut-être vu des images de milliers de bœufs au Kansas qui sont morts, souvent quand on présente cet été, les conséquences de cet été, les conséquences des canicules, elles ont beaucoup circulé, vous les avez peut-être vues. On se retrouve dans, c'est pas des systèmes qui existent en France, mais c'est un problème qui est bien évidemment global. Système de feedlots sans arbres, sans abri pour cacher les animaux, en plus, c'est avec des robes noires qui prennent plus la chaleur, d'où voilà, l'importance aussi de penser l'aménagement des espaces plein air. Également, pour les bassins d'aquaculture, des bassins qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas assez profonds, les poissons aussi sont victimes de la chaleur, où les animaux peuvent pas se réfugier, où il n'y a plus suffisamment d'écoulement d'eau. Également, lorsque les températures augmentent, l'oxygène présent dans l'eau diminue, on peut donc avoir des phénomènes d'étouffement euh, des, des poissons. Et ce qui pose là aussi des problèmes en termes de bien-être animal, des problèmes de mortalité, des problèmes en termes de revenus pour les éleveurs. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans la filière piscicole sur l'avenir de cette filière qui ont été exprimées cet été, et également sur tout ce qui est pâturage, alors avec les canicules, mais aussi avec la sécheresse. Euh, c'est-à-dire qu'il y a plus suffisamment de fourrage pour les animaux. Il y a des vaches qui ont perdu jusqu'à 100 kilos, un cinquième, un sixième de leur poids. Du coup, voilà, on voit en fait ces impacts-là sur l'agriculture qui arrivent, qui touchent le vivant directement, les animaux. Alors, on parle en termes de productivité, beaucoup dans les médias, mais on est là pour le rappeler aussi en tant qu'association de bien-être animal qui leur cause de grandes souffrances et des mortalités qui sont tout simplement inacceptables. Voilà, un phénomène d'origine anthropique comme le changement climatique impacte ainsi les animaux. Il y a un point extrêmement important, enfin, j'allais dire méthodologique, qui me semble extrêmement important, c'est effectivement, cette question a été longtemps très théorique, elle reste pour beaucoup de gens très abstraite. Et je pense que c'est extrêmement important d'arriver à donner à voir et à rendre très concret, comme tu viens de le faire là, cette question. Et finalement, pour les politiques d'adaptation, on en parlait tout à l'heure, il y a un élément auquel je crois beaucoup, qui est d'arriver à développer les retours d'expérience, vraiment documentaires. Le rapport du CGAER, c'est un point intéressant, ça reste très administratif aussi comme rapport, donc il y a un moment de diffusion de ce type de conclusion. Et puis au-delà du retour d'expérience, encore une fois, il s'agit d'anticiper, il s'agit de raisonner en climat futur. Souvent, quand on le fait entre experts, on fait des analyses de vulnérabilité, des matrices de risque, on essaie de montrer ça.
c'est assez compliqué de mobiliser avec ce genre d'outils. Il y a un outil qui peut marcher assez bien, qui est finalement de prendre une situation qui existe, notamment une situation de retour d'expérience, de décrire ce qui s'est passé et de se demander de faire collectivement l'exercice de pousser un peu plus les curseurs. Si cette canicule, elle avait duré une semaine de plus, s'il avait fait quelques degrés de plus. Et après, on va voir, on discute avec les sachants sur le climat, on regarde ce qu'il y a dans les rapports, on regarde ce qui est possible, qui peut se passer en pire. Et on essaye d'imaginer quelles seraient les conséquences très concrètes et les implications très concrètes de ce qui se passerait si, voilà, si tel événement arrive un peu plus tôt, un peu plus tard, durait plus longtemps, était un peu plus intense. Et quelles sont les répercussions en chaîne? C'est souvent une manière de mieux comprendre et de mieux se préparer, et puis aussi de mieux mobiliser sur ces questions-là, et de rendre extrêmement concrètes ces sujets que sinon on traite de manière un petit peu abstraite et théorique. Et le type de retour qui était décrit là est tout sauf abstrait et théorique. Ouais. Non, pour le coup, se comprendre, se préparer, je pense que ça va être, comme tu as dit, ça va vraiment être des mots-clés et ça va peut-être nous amener c'est bientôt la fin, à conclure avec un petit peu sur les politiques d'adaptation au changement climatique et ce que nous, on recommande, ce qu'on a, tout sur eux, qu'on recommande à Wellfarm, tout ce pourquoi on s'est mobilisé ces derniers mois. Mais juste avant, je vois un petit point de question avec il faudrait plus de députés en faveur des animaux et de l'environnement. Merci pour ce direct. Donc, merci à toi pour ce retour. Les associations en faveur des animaux et de l'environnement devraient davantage être présentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, juste un petit point sur une autre campagne qu'on a fait qui s'appelait Engagement Animaux 2022, où on a justement proposé des chartes aux candidats aux élections présidentielles et législatives sur le bien-être animal et on s'est mobilisé pour que ce sujet soit vraiment pris en compte dans les politiques. Du coup, ça c'est une campagne qu'on avait fait. Aujourd'hui, les élections, elles sont passées, mais ça ne veut pas pour dire que ce travail-là est terminé. Il y a beaucoup de moyens de mobiliser les politiques. Si je vous encourage à signer notre pétition sur urgenceclimatiqueanimaux.fr si vous voulez supporter les demandes de cette campagne dont on a parlé aujourd'hui et supporter ce message-là, voilà, de s'adapter aux effets du changement climatique dès maintenant, pas attendre que l'urgence, mais voilà, avoir vraiment des mesures qui sont plus transformationnelles et qui vont plus prendre en compte voilà, cette dimension de changer de modèle. Vous pouvez signer la pétition, juste ça, ça permet d'envoyer des messages, de montrer que le problème existe et quand on va devant des instances, des autorités, des députés, c'est des arguments qui comptent. C'est pas pour rien. Également, vous pouvez mobiliser auprès de chez vous les députés, leur écrire des courriers, écrire également aux villes. On a une démarche qui s'appelle Etika. C'est une démarche qui a pour but dans les approvisionnements en restauration collective, de faire en sorte que ce soit des élevages des élevages et des modes de transport aussi et d'abattage qui prennent en compte le bien-être des animaux, qui soient privilégiés dans la commande publique des villes. Du coup, voilà, si vous avez reçu une newsletter à ce sujet-là, ou on propose un courrier, si vous voulez mobiliser les élus, c'est très important aussi, c'est en privilégiant ces systèmes d'élevage qui sont plus respectueux du bien-être des animaux, on peut voilà, impulser aussi des changements de modèle. Du coup, évidemment, ce travail politique est important et merci pour cette question. Je vois également Adrienne. Merci beaucoup pour votre webinaire. Qu'en est-il des poissons d'élevage, s'il vous plaît? Alors, on en a un petit peu parlé. Les poissons d'élevage sont eux aussi fortement touchés par les fortes chaleurs. Certaines espèces en particulier, comme les saumons, qui sont plus des espèces d'eau froide. Mais ces vulnérabilités-là, elles viennent de leur système d'élevage avec des bassins qui ne sont pas suffisamment profonds. Du coup, les poissons ne peuvent pas se réfugier en profondeur là où l'eau est plus fraîche. Ils vont seulement rester en surface et attraper des coups de soleil. Alors, un coup de soleil chez un poisson, c'est très différent de chez un humain. Sa peau va blanchir, en fait, et perdre ses écailles. On va avoir un système d'ombre ou alors de système, nous, on propose dans nos recommandations, c'est également, en plus de ces changements plus systémiques, de changer des bassins, des changements aussi en termes d'équipement.
qui demande de l'investissement avec, des pompes, qui permettraient de ventiler l'eau, et du coup d'avoir, plus d'oxygène, pour les poissons qui peuvent, sinon mourir d'étouffement lors de ces fortes chaleurs-là. Et Catherine, je quitte ici, vous rejoins sur AFB, oui. Vous pouvez, n'hésitez surtout pas à poser ici, poser vos questions ici ou sur Facebook. On est présent, sur les 2 et voilà. Avant qu'on clôture, si vous avez des questions ou même des remarques, vous pouvez les partager ici. Et du coup, avant de finir, Vivian, peut-être un petit mot sur, les politiques d'adaptation au changement climatique. Tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a des gens qui nous ont rejoints depuis. Il y a des plans d'adaptation du gouvernement qui sont prévus. Alors est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, ces plans? Qu'est-ce que c'est? Heu, quoi est-ce qu'on peut s'attendre et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et comme je le disais, à quoi on peut s'attendre est un peu difficile à ce stade. Il s'agit de la mise à jour du plan national d'adaptation au changement climatique qui, pour la première fois, va être enfin, les calendriers vont être articulés en une seule stratégie française énergie-climat, qui aura donc un volet réduction des émissions avec la nouvelle version de la stratégie nationale bas carbone qui devrait être publiée, et un volet plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, probablement une opportunité de beaucoup mieux coupler et articuler les deux aspects. Et ça nous ramène à l'introduction et au début du webinaire, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent vraiment fonctionner ensemble. Tout l'enjeu aujourd'hui de ce plan national d'adaptation, c'est d'aller vers un document qui soit beaucoup plus opérationnel que le plan précédent et qui arrive à mettre le doigt sur les éléments qui vont donner aux différents acteurs, aux différentes filières, aux différents porteurs des politiques publiques concernées par les enjeux d'adaptation. Et donc, comme on le disait, il y en a beaucoup, qu'on parle d'agriculture, d'élevage, qu'on parle de forêt, qu'on parle d'infrastructures, d'aménagement, de villes, de littoral, de montagnes. Toutes ces thématiques-là vont être directement impactées, bousculées par les changements climatiques. Elles ont leurs propres agendas, leurs propres dynamiques qui vont devoir arriver à embarquer l'adaptation. Et le but de ce plan national d'adaptation au changement climatique, ça va être de dire de quoi il y a besoin pour guider, accompagner, éventuellement contraindre en partie la prise en compte de ce contexte de changement climatique dans chacune de ces politiques et de ces secteurs qui est concerné. Donc, est-ce qu'on se donne des règles communes pour dire voilà, quelles hypothèses de changement climatique on doit regarder? Est-ce qu'on se donne des moyens communs d'animation, des moyens éventuellement d'ingénierie ou de financement pour le faire? Est-ce qu'on se donne des règles, par exemple, de devoir rendre des comptes sur la prise en compte de l'adaptation? Est-ce qu'on met en place des espaces de concertation pour être sûr que les différents acteurs concernés arrivent à dialoguer sur ces sujets-là? Est-ce qu'il faut fournir des outils? Est-ce que voilà, c'est un petit peu le cadre de cette politique nationale d'adaptation va être vraiment sur les enjeux, en tout cas de notre compréhension et de notre point de vue, sur les enjeux transversaux qui vont permettre aux différents sujets et agendas thématiques de bien embarquer l'adaptation. Dit autrement, il n'y aura très probablement pas des actions correspondant à la nature de recommandations comme celle que Wellfarm a pu formuler. Là, c'est de l'ordre du thématique, du spécifique, c'est extrêmement intéressant, mais ça doit être porté, par exemple, par le ministère de l'Agriculture dans le cadre des politiques agricoles. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le plan national d'adaptation donne les bons outils, les bons cadres, éventuellement les bonnes obligations pour amener le ministère de l'Agriculture à se saisir du sujet, à devoir rendre des comptes sur ce sujet-là et à dire, oui, quand on fait une politique, quand on révise des standards ou des règles, domaine que je connais mal, je ne sais pas comment il est structuré, non, on ne peut plus le faire sans embarquer cette question-là. Notamment parce qu'on s'est doté de ces objectifs et de ce plan-là. Donc c'est vraiment une logique un peu de chef d'orchestre qui est à attendre de ce plan. Et donc, on peut se poser la question dans l'autre sens, c'est si on veut à un moment que dans chaque secteur, dans chaque thématique, finalement, les acteurs soient obligés de se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans cette politique un petit peu chapeau qui emmène à le faire? Il y a différentes pistes. Il y a une des pistes qui est de dire qu'il faut identifier un certain nombre de processus de décision, notamment législatifs, dans lesquels il y ait une obligation de prendre en compte le climat futur en définissant quel est le jeu d'hypothèses de climat futur qui doivent être pris en compte.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc il y a beaucoup d'endroits où en fait, on fait avec le climat historique, on ne se pose pas du tout la question du futur. Là, c'est une des pistes, c'est peut-être pas la seule. Très bien, oui, c'est cette volonté que faire en sorte que les acteurs prennent nécessairement en compte ces questions-là et qu'il y ait des espaces de dialogue qui soient ouverts. Ça me semble très important dans ce que tu as dit. Également, voilà, le fait voilà, qu'il y ait moyen de rendre des comptes au niveau des ministères, que ce soit pas juste une question annexe et on fera de l'adaptation au changement climatique plus tard. Ça aussi, c'est très intéressant. Il y a une question dans le chat. Bonjour, d'où viennent les finances permettant la mise en place du plan national d'adaptation? En effet, afin de s'adapter au changement climatique, il est nécessaire de changer nos pratiques, nos politiques. Pour cela, la question économique est primordiale, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y aurait une ligne de budget spécifique pour le plan? D'après ce que tu dis, c'est plutôt un plan chapeau, où il y aurait des lignes de budget spécifiques. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Alors, c'est une très bonne question, la question du financement, sur laquelle on travaille beaucoup. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de ligne, le plan national d'adaptation dans sa deuxième version avait quasiment pas de ligne de budget associée. Il faisait référence à un certain nombre de lignes budgétaires qui étaient directement concernées, par exemple une bonne partie de la politique de l'eau ou des choses très spécifiques, par exemple le développement de ce qu'on appelle des services climatiques, qui sont ces informations, notamment Météo France, met à disposition pour renseigner sur le climat futur, mais c'était des choses finalement assez limitées. Et effectivement, le gros du budget de l'adaptation ne va probablement pas venir d'une ligne budgétaire spécifique et nouvelle. D'ailleurs, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. L'adaptation, ça va demander probablement une impulsion des politiques publiques qui pourra demander la mobilisation de ressources financières publiques qui vont plutôt en grande partie être des ressources thématiques, c'est-à-dire sur les lignes d'autres missions et d'autres programmes budgétaires. Dire, bah, voilà, il faudrait peut-être qu'il y ait des moyens pour catalyser l'adaptation dans les politiques agricoles, dans les politiques forestières. Et donc ça, c'est des choses que il y a des travaux de chiffrage petit à petit qui essaient de documenter ça très très précisément. Il y a aussi des sujets où en fait ça va juste être des lignes budgétaires existantes qu'il faut redimensionner. Alors je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les sujets dont on parle, mais qui va beaucoup parler. On a une politique en France très efficace de lutte contre les feux de forêt. Cette politique, elle est prévue pour une saison des feux qui dure les 2 mois d'été, qui concernent une trentaine de départements. Quand on regarde les projections climatiques, ça dure éventuellement du mois d'avril au mois de septembre, et ça peut concerner jusqu'à 45 départements. Alors, on se doute que le dimensionnement de cette politique, de la flotte d'avions, des moyens des pompiers, il faut le revoir à la hausse. Voilà, donc il y a des lignes qui vont devoir être redimensionnées et des incitations qui vont devoir être données pour que des ressources soient mobilisées par différents types d'acteurs, pas que des questions d'argent public. Il peut y avoir besoin de ressources nouvelles et supplémentaires. S'il y a des aménagements spécifiques à faire, on peut penser à tous les aménagements sur les littoraux ou en montagne. S'il faut investir dans des choses nouvelles, s'il faut se déplacer, ça peut demander des lignes de budget spécifiques en plus. Et c'est des débats qui aujourd'hui sont à peine émergents. Et puis éventuellement, cette politique chapeau, elle peut aussi nécessiter, selon ce qu'on met dedans, des budgets transversaux qui vont être plutôt, en tout cas de notre point de vue, des budgets d'animation, de ressources humaines pour faire en sorte que la question soit bien posée aux bons endroits. Parce que finalement, très souvent, l'adaptation, ça peut être en surcoût, ça ne l'est pas systématiquement ou ça ne l'est pas énormément. Par contre, là où ce que ça demande, c'est d'y passer du temps, de se mobiliser dessus, et donc c'est du temps. C'est des ressources humaines, et ça, c'est des choses qui peuvent assez vite être bloquantes, notamment du côté du secteur public. Et en effet, pour compléter sur l'agriculture, un des plus gros budgets agricoles, c'est celui de la politique agricole commune, la PAC, qui a été décidé là, il y a quelques mois. Et avec Wildfarm, on s'était mobilisé avec d'autres associations au sein de la plateforme pour une autre PAC, pour voilà, que ces aides à l'investissement-là, elles prennent en compte le bien-être animal notamment. Voilà. C'est sur ces budgets-là aussi, sur ces plans-là, le budget au niveau français a été, la façon d'attribuer les aides a été décidée par le plan stratégique national, et pour espérer peut-être avec des plans d'adaptation au changement climatique, chapeau, comme ça, que ces questions d'adaptation au changement climatique seront aussi prises en compte dans la manière dont on verse ces aides-là, la déclinaison de ces aides au niveau européen. Gros sujet. Ouais.
En effet, peut-être aussi la question sur, les députés me fait, penser. On a parlé, beaucoup de ce que fait, le gouvernement, mais il y a eu des questions dans le chat sur, les députés, sur le pouvoir législatif. Vivian, on a parlé un peu, au niveau bien-être animal de ce qui pouvait être fait. Vivian, est-ce qu'au niveau adaptation au changement climatique, il y a des députés qui se saisissent de cette question ou pas? Alors on commence doucement, à en voir. Alors, du côté des parlementaires en général, il y avait eu un rapport, du Sénat de 2019 de Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, de la délégation à la prospective du Sénat qui dressait un état des lieux, assez complet et vraiment intéressant du sujet. Jusqu'à maintenant, il y avait assez peu de champions de l'adaptation, j'allais dire, au Parlement, au-delà de ces exemples-là. On commence à en voir, à voir quelques députés qui se positionnent sur le sujet. Après, sur le sujet en tant que chapeau. Par contre, thématique par thématique, on a des exemples de parlementaires qui, bah voilà, sur des questions d'eau, sur des questions de forêt, sur des questions d'infrastructure, connaissent très bien et de mieux en mieux les sujets. Mais ça reste un gros chantier de diffuser ça au-delà des quelques experts thématiques. Ben, très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. On va donc pouvoir conclure. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'avoir partagé vos réactions. Merci beaucoup à Vivian sur ses éclairages sur l'adaptation au changement climatique, le climat, les politiques publiques, bah, des sujets qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont essentiels. On en a parlé, c'est des chemins qu'on va devoir suivre collectivement, et plus on va attendre longtemps avant de prendre des décisions, plus on va avoir du mal à s'adapter aux effets du changement climatique. Donc voilà, on demande, les décisions qu'on va prendre actuellement, elles vont avoir de grandes conséquences sur les modes d'élevage futurs, d'où l'intérêt de se mobiliser dès à présent. Un petit rappel, nos demandes à nous, alors elles sont nos demandes qu'on porte au niveau des ministères de l'Agriculture pour notamment la gestion des canicules et l'adaptation au changement climatique, c'est la réduction des densités dans les élevages, qui est plus d'espace par animal et qu'ils aient ainsi voilà, la place d'exprimer leur comportement qui leur permettent de se protéger de la chaleur. Par exemple, pour les poules dans un élevage, ça va être la place de battre des ailes, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui pour dissiper leur chaleur corporelle. Également qui simplement ouais, cette question de désintensification des pratiques d'élevage, également la possibilité à tous les animaux que leur environnement soit aménagé suivant leurs besoins, qu'ils aient un accès extérieur, aménagé en agroforesterie, des aménagements qui leur permettent de répondre à leur comportement naturel, d'exprimer leurs besoins et de les protéger de la chaleur. C'est pour les cochons, de l'oxygénation dans les bassins des poissons, des substrats de terre pour que les volailles puissent prendre soin de leur plumage et se protéger de la chaleur. Ce genre de choses qui peuvent être mises en place pour vraiment s'adapter aux fortes températures. Et enfin, pour les transports d'animaux, mettre un terme au transport par canicule, cette fois-ci en adaptant les manières d'organiser le transport, en arrêtant les transports lorsqu'il fait plus de 30 degrés, en changeant les infrastructures, enfin, changeant les équipements de transport, des camions avec qui permettent véritablement de rafraîchir l'air des animaux, qu'on arrête de les transporter aussi par navire dans des cargos poubelles et mettre fin au non-transport d'animaux qui redoublent à chaque fois ces risques de chaleur, ces vulnérabilités à la chaleur à cause des longs temps d'attente, des temps d'attente aux frontières notamment. Et, voilà, pour soutenir ces demandes, vous pouvez aller sur Urgence climatique animaux, signer notre pétition, nous suivre sur les réseaux sociaux, suivre Wildfarm, nous aider pour voilà, diffuser ces messages-là. Et également, si vous voulez avoir un aperçu plus détaillé des demandes, elles sont aussi en téléchargement libre d'accès sur urgenceclimatiqueanimaux.fr.
Alors, je vois Anne-Bretel, connaissez-vous les AP Farmers, formation Obion pour les éleveurs demandeurs? Alors, non, personnellement, je ne connais pas cette, formation. J'imagine que peut-être qu'Alain ou Wellfarm la connaissent forcément parce qu'on a une veille à ce sujet-là. Moi, personnellement, je ne pourrais pas répondre dessus, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations qui se développent, pour les éleveurs, de certifications, par les filières, certaines qui sont très développées comme le Welfare Quality, d'autres qui le sont un peu moins. Celle-là, je la connais pas, mais je vais bien évidemment la partager. Donc voilà, merci à tout le monde pour cette écoute. Vivian, je ne sais pas si tu as un petit mot de conclusion. Bah, non, merci beaucoup pour l'invitation et les questions, et puis au plaisir de rééchanger à l'occasion. Très bien, donc merci à toutes et tous et passez une très bonne fin de soirée. Et Au revoir. merci beaucoup Marie pour l'organisation.